Voyons maintenant ensemble les débuts de la Ve République. La Quatrième République se révèle trop instable. Elle ne résiste pas aux événements en Algérie. On appelle donc De Gaulle parce que c'est un héros de guerre, parce que c'est déjà le sauveur de la patrie pendant la Deuxième Guerre mondiale, et parce qu'il avait déjà exposé en 1945 les problèmes inhérents à la constitution de la quatrième. Il est donc le recours naturel. L'arrivée de Gaulle au pouvoir en juin 1958 donne naissance à la Ve République. La nouvelle constitution va en changer les fonctionnements démocratiques. En quoi la Ve République modifie-t-elle la vie politique française? La nouvelle constitution est ratifiée par référendum et c'est un véritable plébiscite pour De Gaulle, un raz-de-marée. 80% des votants approuvent cette nouvelle constitution, ce nouveau fonctionnement de la démocratie. Essayons de voir ensemble les principes généraux de cette constitution. À la base de tout se trouve le peuple souverain, celui qui a, théoriquement, tous les pouvoirs. C'est l'ensemble de tous les citoyens. Après, la définition de citoyen peut varier par rapport à l'âge, et il faut attendre 1944 pour que les femmes soient considérées comme des citoyennes. Le premier pouvoir de ce peuple souverain, enfin celui que nous on perçoit le plus facilement, c'est la possibilité d'élire des représentants. Et en premier lieu, l'élection du président de la République au suffrage universel direct depuis 1962. Et le mandat de ce président était de 7 ans jusqu'à l'an 2000, puis en 2000 c'est passé à 5 ans. La fonction de président de la République n'est pas nouvelle. Elle a déjà été utilisée en 1848, élue aussi au suffrage universel direct, mais Louis-Napoléon Bonaparte en avait profité pour prendre le pouvoir et se faire proclamer ensuite empereur des Français. Donc les républicains n'aimaient pas cette fonction de président de la République et avaient toujours limité ses pouvoirs. Ce ne sera pas le cas de De Gaulle qui va lui donner beaucoup de pouvoirs et en faire presque un souverain républicain. Entre autres pouvoirs, le président nomme le Premier ministre et participe de fait à l'élaboration du gouvernement. Alors théoriquement, c'est le Premier ministre qui vient avec sa feuille de route et sa liste de ministres, mais dans les faits, le Premier ministre est obligé de consulter le président pour pouvoir faire ce gouvernement. Donc il y a la lettre et son application. La société de consommation est une société dans laquelle l'achat de biens de consommation est à la fois le principe et la finalité de cette société. Le président dispose aussi d'un pouvoir très spécial qu'on appelle la dissolution de l'Assemblée. Il peut forcer une nouvelle élection concernant les députés et renvoyer l'Assemblée nationale en quelque sorte à la maison pour la changer. La dernière fois que ça a été utilisé en 1997, ça avait du sens pour donner une majorité au président, même si ça a échoué. Depuis la réforme de 2000 et du changement de durée du mandat, ça n'a plus vraiment de raison d'être, puisque l'élection du président et de l'Assemblée se font peu ou prou en même temps, ou juste après, donc les deux sont de la même tendance politique. L'Assemblée nationale est élue pour 5 ans. C'est donc l'ensemble des députés qui, avec le Sénat, va voter les lois. L'Assemblée exerce un léger contrôle sur le gouvernement
par l'intermédiaire de l'article 49.3 avec dépôt d'une motion de censure. Mais il est rare que l'Assemblée arrive à renverser un gouvernement. Le Sénat, lui, est élu au suffrage universel indirect pour une durée aujourd'hui de 6 ans, là où à l'origine il était élu pour 9 ans. Les mandats ont été restreints, réduits. En effet, nous, citoyens, nous élisons des conseillers régionaux, généraux et municipaux, et ces conseillers élisent, pour 6 ans, les sénateurs. Ces deux assemblées, ensemble, forment le Parlement. Elles votent les lois. Elles ont l'initiative aussi des lois. Il est important dans une démocratie d'être marqué par le bicamérisme, autrement dit deux assemblées, avec des suffrages différents. Cela permet d'éviter toute aventure individuelle, telle que la France l'a connue en 1848, avec un homme qui prend le pouvoir à un moment T et qui change la Constitution. Dans la mesure où il y a deux assemblées, élues pour des mandats différents, avec des modes de scrutin différents, cela rend les prises de pouvoir plus difficiles. Il reste une dernière instance à voir, c'est le Conseil constitutionnel, composé de 9 membres, nommés par le président de la République ou par les présidents des différentes assemblées, Assemblée nationale, Sénat. Les anciens présidents étant membres de droit. Ce conseil vérifie la constitutionnalité des lois après qu'elles aient été votées, mais avant qu'elles soient ratifiées par le président de la République. Alors depuis 2010, il y a aussi une procédure de vérification via la procédure judiciaire qui est assez complexe, mais qui a au moins le mérite d'exister. Ce qui permet à De Gaulle d'arriver au pouvoir, c'est la guerre d'Algérie, qui a déstabilisé complètement la 4ème République. En effet, cette République n'a pas pu trouver de solution pour régler ce conflit. De Gaulle va, après quelques hésitations, choisir la voie de l'autonomisation puis de l'indépendance de l'Algérie. Ce qui va évidemment poser quelques soucis de manière interne, puisque les pieds noirs qui ne sont pas contents de cette situation vont former l'OAS, l'Organisation de l'armée secrète, rejoint par des militaires, et ce qui va provoquer des troubles aussi bien en Algérie qu'en France, avec évidemment putsch des généraux et attentats contre De Gaulle lui-même. Néanmoins, tout cela va permettre d'arriver jusqu'au 19 mars 1962 à un cessez-le-feu et l'indépendance de l'Algérie. Les années de Gaulle, c'est aussi un certain retour à la puissance sur la scène internationale. Il profite des investissements de la 4ème République dans le nucléaire pour présenter l'arme atomique au monde. Autrement dit, la France découvre l'arme atomique, la bombe atomique, pendant les années de Gaulle. Il dote aussi la France d'un nucléaire civil. Tout en restant l'allié des États-Unis, De Gaulle veut extirper la France de la bipolarisation. Il se rend fréquemment dans les pays communistes, comme la Chine ou l'URSS ou la Roumanie, et il entend donner à la France un rôle important aussi bien en Europe que dans la francophonie.
Mais le côté paternaliste et conservateur de la société finit par agacer. Les travailleurs ne profitent pas tellement de la prospérité. De nombreuses grèves et contestations étudiantes éclatent au début de l'année 68, mais c'est surtout en mai 68 que la manifestation étudiante va dégénérer en quasi-émeute, que les travailleurs vont se mettre en grève par soutien et que De Gaulle ne va pas avoir d'autre choix que de lâcher du lest. En 1969, alors qu'il perd un référendum, il démissionne. Ses successeurs immédiats mèneront grosso modo la même politique que lui.